il faut distinguer le processus qui va être d'identification clairement de ce qui s'est passé. Ça va être un processus relativement long. En effet, la question du traitement judiciaire en parallèle du conflit qui est en cours est intéressante parce que habituellement, ce qu'on observe sur des conflits, c'est qu'il faut généralement plusieurs années, voire des fois plus de 10 ans avant qu'on puisse traiter réellement ce qui s'est passé. Mais là, on va le savoir très vite. Là, on va le savoir beaucoup plus vite. Et la difficulté, ça va être d'attribuer effectivement la responsabilité précise de ces morts. Et là, il va falloir distinguer aussi clairement, en effet, mort violente dans un contexte de guerre, ça peut être très varié. Et en effet, est-ce que ces personnes sont mortes avec des tortures? En effet, quand on meurt les mains attachées, généralement, c'est quand même plutôt signe d'une torture, du fait qu'on ait été prisonnier. Mais ceux qui sont morts des bombardements et qui ont été enterrés dans des conditions relativement convenables, parce qu'en effet, on a des fosses, mais on n'a pas que des fosses communes. Il va falloir vraiment distinguer tout ça, parce qu'on est aujourd'hui, en effet, dans une guerre de narratif, et c'est normal qu'il y ait ce type de déclaration qui soit fait, parce que ce sont des déclarations pour mobiliser, en fait. Ce sont des déclarations pour mobiliser un camp, pour remonter aussi l'ensemble du moral, pour engager les Ukrainiens au combat, pour engager les partenaires. Ouais. Et donc, il y a tout à fait un narratif qui va se jouer. Nous devons rester attentifs. Il y a un aspect peut-être aussi un peu propagande, c'est ce que vous êtes en train de nous dire des Ukrainiens, qui disent regardez ces exactions, ces charniers, etc. Alors que pour l'instant... Alors je pense qu'il joue en effet sur deux discours, parce qu'il a en face de lui une alliance qui n'est absolument pas homogène. Et c'est ça qu'on a tendance parfois à oublier, c'est qu'en effet, il y a un front occidental anti-occidental qui se monte parmi ces pays, mais il y a aussi entre ces pays des conflits pour certains, entre la Chine et l'Inde, entre d'autres qui ont des conflits politiques, et puis une volonté de chacun aussi de s'imposer et d'imposer sa voix. Or aujourd'hui, même si Poutine conserve une aura assez importante qui lui permet d'avoir de l'influence dans ce cadre-là, il n'est clairement pas et dans une situation d'hégémonie. Et il a en face de lui des pays qui veulent aussi avoir leur influence, qui veulent avoir leur moyen. C'est un camouflet ou pas pour lui, cette conférence de Samarcande? En tout cas, je ne dirais pas que c'est un camouflet, parce que nous, de notre côté, on voit beaucoup ces images. Donc, pour notre opinion publique, en effet, ça renforce l'idée que Poutine n'est pas dans une situation de puissance. Par contre, ces images ne seront sans doute pas montrées de la même manière en Russie, ne seront pas projetées de la même manière ailleurs. Et donc, l'effet général ne sera pas forcément aussi fort que ça. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'en effet, il y a des débats en interne, que chacun de ces pays ne souhaite pas forcément la même chose, qu'un certain nombre ont eu une position assez modérée vis-à-vis de la Russie au début du conflit, pour des questions d'intérêt ou aussi peut-être simplement pour ne pas insulter l'avenir, et qu'aujourd'hui, beaucoup se disent, est-ce qu'on est prêt, nous aussi, à vouloir payer le prix d'un conflit qui s'ancre dans la durée? Et c'est un peu la question qui se pose avec les déclarations qu'ont pu faire l'Inde ou d'autres pays. Et vous, Général, est-ce que les déclarations de Vladimir... Non, ce n'est pas un soutien très clair, mais qui va dans la droite ligne de la position chinoise depuis le début de ce conflit. La Chine était très embêtée au début du conflit, quand il a été entamé par la Russie, parce que fondamentalement, elle s'est positionnée comme défenseuse du droit international et donc de l'intégrité territoriale et du respect des frontières telles qu'elles sont établies et reconnues par l'ONU. Or, l'Ukraine est un pays reconnu par l'ONU. Donc elle était vraiment fondamentalement embêtée parce que d'un côté, elle ne pouvait pas approuver l'intervention russe et en même temps, elle ne pouvait pas non plus complètement la dénigrer, puisque la Russie est peut-être son partenaire de poids le plus important dans son conflit avec les États-Unis. Donc elle se trouvait vraiment dans cette situation-là. Or, elle joue le temps long. La Chine est en mesure de pouvoir jouer bien plus long que la plupart des gouvernements occidentaux. C'est la chance qu'a Xi Jinping, et ce qui lui permet en fait de simplement attendre dans l'ambiguïté, malgré le fait que les Américains aient quand même mis une pression énorme sur la Chine pour essayer de les faire sortir de l'ambiguïté. Ouais. Mais ce que dit Xi Jinping, là, c'est incompréhension. Enfin, oui, on vous soutient, mais pas trop. Ça joue aussi par rapport aux décisions que Li Zhangfu a eues juste avant en Russie, lors de la préparation de la réunion avec le président Poutine, qui lui a été beaucoup plus direct sur le soutien que la Chine pouvait apporter. Mais la Chine peut jouer sur différents niveaux, puisque justement leur système
est tellement cloisonné d'échelon en échelon que s'il y en a un qui dérape et que finalement il faut s'en servir comme fusible et dire finalement il n'a pas respecté la ligne du parti et il avait tort, c'est tout à fait faisable. Donc Xi Jinping garde cet aspect très mutique et très sphinx. Finalement, il donne des devinettes à faire quasiment, mais ce qui lui permet de rester au centre du jeu. Et le cas entre la Chine et l'Inde et leur soutien à la Russie est très intéressant parce que l'Inde ne s'est pas opposée à l'intervention, enfin ne s'est pas opposée, n'a pas dénoncé l'intervention en Ukraine en mars. Pourquoi ? Parce que l'Inde a besoin des approvisionnements en armes de la Russie pour son conflit avec la Chine. Or, la Chine n'a pas dénoncé, elle, pour des questions d'équilibre géopolitique vis-à-vis des États-Unis. Donc on a des rapports entre ces pays qui ne sont absolument pas alignés et sur lesquels Poutine va essayer de jouer pour pouvoir justement avancer ses cartes et recomposer l'équilibre international sur ce bloc d'Asie au sens large, parce que c'est pas uniquement l'Asie centrale. Oui, c'est pas gagné. C'est pas gagné du tout. Alors finalement, est-ce que Poutine a des raisons? On voit toutes ces atrocités. Alors la paix, aujourd'hui, elle paraît compliquée à atteindre parce que de toute façon, l'Ukraine comme la Russie sont dans une position où on est plutôt sur essayer de continuer à gagner du terrain dans un sens et dans l'autre. Et c'est compliqué à ce stade de venir s'entendre autour d'une table des négociations quand finalement le rapport de force est encore en jeu. Et aujourd'hui, se mettre à la table des négociations avec Vladimir Poutine serait un aveu d'impuissance et vraiment une perte pour l'Ukraine puisqu'il est... Ça paraît quand même aujourd'hui, très improbable. Il est en position assez solide sur un certain nombre de territoires et l'Ukraine a aussi relancé son offensive pour pouvoir avoir plus la main sur ce qui va se passer ensuite. Par contre, sur la question vraiment d'Izium, l'indignation, je voudrais revenir dessus, elle est importante. Elle est importante en temps de guerre parce que justement, on peut avoir aussi un phénomène de lassitude, un phénomène où finalement on s'habitue à voir des images, à voir de l'horreur. Et aujourd'hui, c'est important de continuer à rappeler ce que c'est, parce que ça continue en effet à se dérouler dans certaines villes, probablement, et qu'on ne sait pas jusqu'au bout. Donc il y a un peu des deux. Il faut continuer à s'indigner pour ne pas s'habituer à la guerre, pour ne pas simplement le prendre comme un fait accompli et simplement le laisser passer un peu sous le tapis, et en même temps continuer à essayer de faire le clair sur ce qui s'est passé exactement pour que cela soit traité de manière honnête. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des procès d'intention ou des procès qui soient déséquilibrés parce qu'après, ça engendre beaucoup de déséquilibres dans les relations qui sont entretenues entre les pays.